Voilà, je vais vous mettre ici un site internet, bon, au travers de Wikipédia, que vous pouvez, je veux dire, de temps en temps, bon, donner bon, un petit euro, de temps en temps, parce qu'en fait, il y a des gens derrière tout ça qui travaillent, qui vous mettent des informations très utiles, des informations qui peuvent vous aider dans pas mal de choses, hein, vos études, vos recherches, votre intérêt de connaissances, etc., etc. Et donc, ils vous donnent des informations, bon, de tout ordre, de connaissances historiques, de prévisions, d'informations, et tralala, tralala. Donc, Wikipédia est un site comme ce, justement, où des personnes mettent des informations et qui peuvent aider d'autres personnes. Voilà. Mais ces personnes-là, bon, de temps en temps, bon, leur donner un petit euro. Et si chacun donnait un petit euro, ben, ça finirait par faire en sorte que bon, la personne serait quand même rémunérée avec un certain montant si tout le monde donne un petit euro. Et c'est tout à fait logique que tout travail mérite salaire. Voilà. Alors, je vais vous donner le site Wikipédia qui va parler des nombreux savants qui sont intervenus dans la thermodynamique. Bon, je peux vous en citer certains. Lord, Lord Kelvin, James Prescott Joule, Boltzmann, théorie des gaz, euh, Taylor, Richman, pour les mélanges, voilà, on retrouve le chimiste, le fameux chimiste et précepteur des impôts, voilà, qui est Lavoisier. Lavoisier, Descartes qui a mis son grain de sel, bon, Newton qui était un petit peu perdu vis-à-vis des lois de Descartes, qui n'étaient pas forcément un bon chemin à suivre. Tous les chemins n'étaient pas forcément bons. On avait des disputes voilà, de grands savants, hein, tous les grands savants de 1700 à je vais dire fin, on va dire pour être gentil, je vais aller de 1600, allez, on va dire de 1600, parce que l'histoire a commencé en 1700, dans les environs de 1700, voilà, bon, je vais être gentil, de 1600 à, alors pour ça je vais mettre 650, hein, 550, voilà, à 1950, voilà, on va dire, voilà, l'étude de la thermodynamique, de la calorimétrie, thermodynamique, voilà, des gaz et tralali tralala. Voilà, allez. Euh, bon, je vais quand même mettre 1700. 1700, là on a un apport fort des connaissances de la calorimétrie et de la thermodynamique. Voilà, 200 ans d'histoire, avec tous des savants qui sont intervenus. Bien sûr, il y a Descartes, Clausius, Sadi Carnot, Mayer. Il y a toute une panoplie de personnes aussi qui sont intervenues dans les études de calorimétrie, bah, qui n'ont pas eu leur nom qui a été affiché. Black, je crois que c'est Joseph Black, je ne sais pas, je vais aller voir de toute façon, je vais vous montrer le site internet. Hein. Il y a Black, il y a Fahrenheit, je sais pas comment ça s'écrit, Fahrenheit, quelque chose comme ça, bon, je sais pas. Alors il y a il y en a encore beaucoup, hein. Bon,
Oui, James Joule, je l'ai dit, oui, James Prescott, James Watt, hein. Il y a James Watt qui est la machine à vapeur, bon, c'est la thermodynamique, hein. Bon, il y avait déjà les Grecs étaient précurseurs déjà de certains savoirs. Ils savaient faire tourner une petite roue qu'on appelait l'héliopile, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, l'héliopile. Avec de la vapeur, ils faisaient tourner une petite roue. Voilà, donc les Grecs déjà avaient... Mais les véritables batailles de savants, pour arriver à la vérité, à une forme de vérité, c'est la 1700-1900. Voilà. Alors, il y a Mayer, Black, Boltzmann, Taylor, Richman, Lavoisier, Newton, Clausius, Sadi Carnot. Bon, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Bon, maintenant, je vais aller vous montrer le site internet. Peut-être qu'on va retrouver plus de personnes que ça. Voilà. Voilà. C'est l'histoire de la thermodynamique classique. Alors, je vais vous citer les savants. Voilà, l'héliopile. Ouais, c'est ça, l'héliopile. Amalgame sur le terme chaleur. On a l'héliopile. Alors, on voit bien que c'est du XVIIe siècle ou 18e. Moi, j'irais jusqu'au 19e. Oui, oui, c'est parce qu'ici, ils expliquent du 17e ou 18e. Ben, il y a, voilà, instrument de mesure, statut de la chaleur. Voilà, et on retrouve des savants ici, par exemple, on a Francis Bacon, voilà, que je n'ai pas cité. Parce qu'ils disent que c'est une figure importante dans l'histoire de la thermodynamique, Francis Bacon. Bah, je l'ai oublié, je m'en excuse. Antoine Lavoisier, je vous l'ai dit. Il y a Georges Ernst Stahl, voilà, qui est pour la théorie phlogistique, contrairement à la théorie de Lavoisier, qui était une théorie du fluide calorique. Joseph Black, voilà. Descartes intervient, on voit bien Descartes intervient. Donc Joseph Black est un chimiste et physicien écossais, mais il est, voilà. Je me demande s'il n'était pas médecin aussi, médecin, chimiste et physicien. Je n'en sais pas plus, mais je crois qu'il était médecin. Mayer, en tout cas, il était médecin, ça c'est sûr. Alors Black découvre le phénomène de la chaleur latente, hein. Donc quand on a une fusion, une vaporisation, voilà, c'est lui qui trouve la chaleur latente. On retrouve Laplace et Lavoisier ici, qui se disputent sur des concepts, voilà, sur une théorie qu'on appelle matérialiste. Voilà. Parce qu'au départ, ils se battaient sur d'ailleurs, c'est ce qui a... Newton a eu des difficultés au départ, parce que, bon, il y avait une théorie qui disait que, ouais, il y avait l'énergie de chaleur, mais en relation avec les mouvements. Donc il voulait faire intervenir, vous voyez, il marque bien, sur l'hypothèse que le mouvement et la matière sont à l'origine conjointement de la chaleur. Donc il y avait la quantité de mouvement qui rentre en jeu, qui en définitive a été enlevée en finalité. Ben, on s'est retrouvé avec, voilà, à parler de l'énergie sans parler de quantité de mouvement. Donc c'est pour ça qu'il y avait une bataille voilà, déjà pour entrevoir la nature, c'était une bataille de savants, la nature de la chaleur. Certains disaient que bon, c'était un fluide calorique, d'autres c'était voilà, c'était un composant phlogistique. Et, voilà, ils se disputaient entre savants. Et c'est Lavoisier qui disait que c'était un fluide calorique alors qu'il n'en est rien. Et puis il y a eu cette fameuse bataille entre savants pour dire que comme il y avait des mouvements à l'intérieur, fatalement, qu'est-ce qui se passait? Ben, oui, il y a des mouvements, ça c'est sûr. C'est pas, bon, oui, il y a Dalton. Dalton, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure qu'il y avait Dalton à prendre en compte parce que c'est vrai.
Il y a le mouvement, voilà, j'en avais oublié, euh, puisqu'il y a Dalton, il y a Brown, mouvement brownien, voilà. Et tout ça pour vous dire qu'il y a des mouvements au sein voilà. La chaleur provient bien sûr d'un mouvement. Si on prend par exemple un corps plus chaud, on fait un équilibre chimique, un équilibre thermique, je m'excuse. Je prends un corps chaud et un corps froid. Je vous ai montré dans une vidéo que on avait la somme des chaleurs pour un système isolé, somme des Q égale 0. Je vous rappelle que le somme des Q pour un système isolé, c'est un corollaire. Hein. Moi, je l'ai dit en tant qu'affirmation, mais ce que j'avais démontré, bon, j'avais démontré que somme de W plus somme de Q égale 0. Voilà, ça c'est l'équation quand on a du travail et de la chaleur. Bon, ça c'est dans un cycle. J'ai démontré ça dans une vidéo au travers d'un cycle. La somme des travaux dans un cycle, la somme des chaleurs dans un cycle, vaut 0. Puis, par après, je l'ai affirmé en disant que c'était vrai pour un système isolé. Ben oui, c'est vrai pour un système isolé, mais ça constitue un corollaire. Un corollaire au cycle. C'est un corollaire au cycle. Connaissant le cycle, on peut retrouver pour les systèmes isolés. Et donc, ça, c'est le premier principe. Hein. Premier principe de conservation au niveau thermodynamique. Pourquoi thermodynamique? Parce que on a le travail et la chaleur. Maintenant, si vous voulez, le premier principe au niveau calorimétrie, c'est somme des Q égale 0, puisqu'on n'a pas de travail. On bannit toute forme d'énergie. Déjà, dans le premier principe, on bannit toute forme d'énergie, on tient en compte que le travail et la chaleur, rien d'autre. On se dit que la matière est constante. Hein. Voilà. Premier principe, il y a des hypothèses. Hein. Et pour le premier principe thermodynamique, mais pour le premier principe de la calorimétrie, il y a des hypothèses aussi. C'est quoi? Ben, on n'a rien d'autre comme forme d'énergie que la chaleur. Et qu'on n'a pas d'échange. La matière est conservative. Voilà, la matière est conservative. Donc il y a des hypothèses aussi bien pour le premier principe de la thermodynamique que pour le premier principe de la calorimétrie. Le premier principe de la calorimétrie, ce n'est rien d'autre que le premier principe de la thermodynamique qui est adapté uniquement au point de vue des chaleurs. Voilà. Et donc quand j'écris ceci, là, c'est pour un système isolé. Là j'ai pas écrit cycle, là c'est pour un système isolé. Et donc on a ça. Dans un système isolé, on a somme des Q égale 0. Et donc, quand on a l'échange entre un corps chaud et un corps froid, mais la chaleur ne peut aller que du corps chaud vers le corps froid. Donc le corps chaud est une source de chaleur, et le corps froid est un absorbeur de chaleur. Voilà, et donc, pendant qu'il y en a un, sa température va chuter, la température du corps chaud va chuter parce qu'il sait sa chaleur, la température du corps froid va s'élever. Elle va s'élever. Alors, oui, mais ça c'est visible au niveau macroscopique. Mais les savants d'antan voulaient avoir un point de vue, c'est pour ça que j'ai mis Dalton et Brown. Brown, ça m'a fait penser au mouvement brownien, mouvement des molécules, et que Dalton avait dit que bon, on avait des mouvements moléculaires au sein des mouvements corpusculaires au sein des, comment on appelle ça, des systèmes. Les systèmes, qu'est-ce que c'est que la chaleur? Le tout c'est d'appréhender qu'est-ce que c'est que la chaleur. Alors quand on fait, quand je regarde comment il s'appelle, Richman et Taylor, on fait justement leur étude de corps chaud et corps froid en faisant un mélange d'une même substance qui est le plus simple. Hein. Ils ont mis de l'eau. Hein. Voilà, ils ont mélangé de l'eau chaude et de l'eau froide. Voilà. Donc là, la substance n'a pas changé. Ils n'ont pas pris deux corps différents. Parce que je peux prendre deux sous-systèmes où le corps des substances sont différents. Voilà. Donc quand on a un corps chaud bon, un corps plus chaud qu'un autre, lui cède de la chaleur. Donc on a une transmission de chaleur du corps chaud vers le corps froid. Et bien sûr, les comportements de température tendent à s'égaliser. Hein.
on arrive à une température d'équilibre, justement. Le corps chaud va arriver à une température d'équilibre qui est celle, justement, la température d'équilibre du corps froid. En finalité, les deux sous-systèmes, corps chaud et corps froid, qui sont globalisés dans un système complet, je veux dire, vont tenter d'égaliser leur température. Voilà. Ouais, mais ça veut dire quoi, ça? Et c'est là que les savants sont intervenus à se batailler à une certaine époque, parce que avant ça, ils se bataillaient sur autre chose. Hein. Ils se bataillaient déjà de savoir qu'on avait un fluide phlogistique, un fluide calorique, que la chaleur était une consistance. Voilà. Mais après, il y avait des autres batailles, qui disaient, bon, la chaleur, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement un mouvement moléculaire. C'est un mouvement moléculaire. Mais qui dit mouvement moléculaire dit transformation d'énergie. Voilà, la chaleur n'est tout simplement que l'apparition de voilà d'une énergie cinétique. C'est d'énergie cinétique voilà, au niveau moléculaire. Donc ce qui veut dire que quand il y en a un qui perd de la chaleur, quel corps chaud, voilà, il perd de la chaleur, mais en fait, il perd en fait une partie de l'énergie cinétique de ces molécules. Voilà, il perd l'énergie cinétique de ces molécules. Donc on est bien au niveau microscopique. Et là, le corps froid, il va gagner, on va dire, l'énergie cinétique. Bon, on peut dire que c'est la réciproque. Hein. Réciproquement, les molécules du corps froid gagnent de l'énergie cinétique. Et on va dire, au niveau microscopique, ces échanges ont lieu à l'occasion, si vous voulez, de collisions entre les molécules. Donc, et ça bannait toute forme de théorie de Lavoisier qui s'est battu avec d'autres personnes qui considéraient un fluide phlogistique, puisqu'en fait, il n'existe pas un fluide qui serait la chaleur. Il n'existe pas un fluide qui serait la chaleur. Bien que, ouais, la chaleur elle passe d'un niveau à un autre. Quand il y a, ouais, la chaleur, elle a tendance, je veux dire, à passer d'un corps à l'autre. Donc en fait, il y a une espèce de mouvement, il y a une espèce de trajectoire qui se fait du corps chaud vers le corps froid. Donc ça fait penser à un fluide qui va d'un point A à un point B. Et qui dit point A, point B, dit mouvement. Qui dit mouvement, dit déplacement. Qui dit déplacement, dit substance se déplaçant. Eh bien non. En fait, la chaleur de 1, elle est invisible, on en voit ses effets, mais elle est invisible. Tout comme une onde. Une onde, voilà, il y a des ondes visibles et des ondes invisibles, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a des ondes visibles et des ondes... Voilà. L'œil peut voir le visible, il y a une zone de visible, mais il y a des ondes invisibles. Voilà, il y a une certaine zone où l'œil peut voir certaines ondes, mais elle ne peut pas voir les autres ondes. Et les autres ondes, bon, si elles sont néfastes, ça se voit tout de suite, hein, on peut créer des cancers, etc. Mais il y a des ondes qu'on ne voit pas, qui ne sont pas néfastes. Donc il y a le visible et l'invisible. Donc il y a des ondes invisibles qu'on ne voit pas leur effet, parce qu'en fait elles ne sont pas néfastes. Voilà, il faudrait faire intervenir certaines choses pour les voir. Enfin, pour faire intervenir leurs effets. Voilà, donc il n'y a pas que la chaleur qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Beaucoup de choses, les ondes, il y a beaucoup de choses d'ondes qu'on ne voit pas. Hein. Voilà. Les ondes radio, on ne les voit pas. Les ondes GSM, on les voit pas. Par contre, une lumière, voilà, un laser, on le voit. Il y a certaines choses on voit, il y a certaines choses on ne voit pas. Mais la chaleur, c'est quelque chose qui posait problème parce qu'on ne voyait pas et ça bougeait. Ça allait d'un point A à un point B. Et quand ça va d'un point A à un point B, on se dit, c'est plus probablement un fluide. Il n'en est rien. Parce qu'en fait, si on étudie au niveau... Ça, c'est quand on voit... Au départ, 1700, ils ne connaissaient pas les théories voilà, microscopiques de la matière. Donc c'était difficile pour eux d'entrevoir que c'était un choc de molécules, il y avait une énergie cinétique qui intervenait. Donc c'est tout à fait normal qu'ils se basaient sur des hypothèses qui étaient un petit peu loufoques, mais loufoques à l'époque pour pouvoir avancer. Il faut toujours avancer sur des hypothèses loufoques avant d'entreprendre, je veux dire, si ces hypothèses loufoques sont d'une nature possible, possible ou pas. Il faut entrevoir quelque chose de loufoque. Ouais, on pose des hypothèses et puis on regarde comment c'est. Et alors, ces hypothèses peuvent mettre les savants à se batailler entre eux. Mais après, quand il y a des théories atomiques qui sortent, bon, à ce moment-là,
on peut prendre des autres directions au niveau des théories. Peut-être sont-elles loufoques. Euh, qu'est-ce qu'une loi quand elle est vérifiable, quand elle est une loi est vraie tant qu'elle n'a pas été démontée par quelqu'un qui vient démontrer tout le contraire et qui qu'elle est que ce qu'il raconte est prouvé. S'il raconte quelque chose qui vient démonter la, la, la règle, ben, la règle est démontée. Donc les savants se sont disputés comme ça au travers de l'histoire pour comprendre ce qu'était la chaleur, ce qu'était, je veux dire, bon, et en fait, ce n'était pas un fluide comme ils pensaient au départ. Au départ, c'était une hypothèse qui n'était pas, bon, qui était plausible pour eux, mais qui en finalité s'est avéré, je veux dire, nul et non avenu. Hein. Mais au moins, ils ont fait des recherches pour pouvoir avancer dans les points de vue de la calorimétrie. Donc, qu'est-ce que c'est que la chaleur? Ben, c'est une partie de l'énergie cinétique des molécules qui est cédée par le corps chaud, qui est reprise par le corps froid. Et l'énergie cinétique du corps froid remonte pour atteindre une température d'équilibre au niveau macro. Et donc, on a les échanges qui ont lieu à l'occasion de collisions entre les molécules. Bon, donc la chaleur peut ramener quoi? Un effet d'augmentation de la température, voilà. Mais pas uniquement, parce que on peut avoir, voilà, l'effet d'un transfert de chaleur peut être aussi un changement d'état. Bien sûr, sans variation de température. Et ça, j'expliquerai comment ça se passe. Comment ça se passe au niveau voilà, du changement d'état. Donc, on apporte une variation de température, on n'a pas de changement d'état. Donc, on aura la masse fois la chaleur latente. Voilà, si c'est une fusion, c'est la chaleur latente de fusion. Donc il n'y a pas de variation de température qui entre en jeu là, parce que voilà, ça se fait à température euh, constante. La transformation se fait à température constante. Je ferai une vidéo là-dessus. Voilà. Et l'énergie, si vous voulez transférer, dans le cas de changement comment ça s'appelle ça, de changement d'état, passage état liquide à solide ou solide liquide ou liquide gazeux ou gazeux liquide, peu importe. Voilà. Là, à ce moment-là, vous allez me dire, ouais, on a elle sert à quoi la variation de chaleur? Mais tout simplement, un changement d'état, elle ne joue pas le même rôle que pour chauffer. En variation d'état, enfin pour faire une variation de température quand on n'est pas en changement d'état. En changement d'état, la variation de chaleur va servir, non pas à faire une variation de température parce que le changement d'état se fait à température constante, mais l'énergie va servir tout simplement pour accomplir un travail nécessaire pour vaincre les forces de cohésion et séparer les molécules pour changer d'état. Mais que le concept n'est pas le même. Voilà. Alors donc vous avez vu qu'il y avait un point de vue macro et un point de vue micro. Le point de vue micro, c'est ce qui se passe et c'est ce que Dalton, Brown ont étudié, voilà, au sein des systèmes pour expliquer certaines choses. Certaines choses au niveau de la chaleur. Et donc il fallait oublier certains concepts pour entreprendre de nouveaux concepts. Bon, maintenant, vous étudiez les solides, c'est un cas de figure, les liquides, c'est un cas de figure, les gaz, c'est un autre cas de figure. Il a fallu Boltzmann et sa théorie sur les gaz. Et là, on a une théorie statistique sur les gaz. Il fallait connaître le point de vue macro et le point de vue micro pour, pour établir voilà, les équations de Boltzmann. Voilà, donc je vous disais que j'oubliais certains savants, je les oublie, je vais aller retourner dans le site. Donc on retrouve Joseph Black avec la chaleur latente. C'est lui qui a découvert la chaleur latente. Et beaucoup de choses. Hein. Joseph Black a développé pas mal de choses. Alors on retrouve William Irvine. Et là, mais justement, voilà, je vous ai oublié que Benjamin Thompson, voilà, c'est la personne qui a observé au niveau des canons, fabrication des canons,
voilà, qu'il y avait une espèce d'équivalent mécanique entre la chaleur et voilà, le travail fourni. Voilà, d'ailleurs, je peux vous lire, hein, l'américain Benjamin Thompson, à la suite de nombreuses expériences, il réalise, Thomson en déduit en 1787 que le calorique, s'il existe, est sans masse. Il est par ailleurs convaincu que la chaleur est due au mouvement. Vous voyez ici, voilà, au mouvement, oui, au mouvement, d'accord, pas de problème. Il pressent en 1798 le premier principe de l'énergie. Voilà, il pressent, voilà, pressent. Mais il a calculé avec l'équivalent mécanique, il l'a calculé à 5, bon, il fallait voir mes vidéos, 5,4 ou je me rappelle plus, 5,2. Voilà, il y en a un qui était plus près. Par après, c'est Mayer. Il est à 6 dixièmes de 4,18 pour l'équivalent, voilà, de l'équivalent de l'eau. Voilà, tous ceux qui ont calculé l'équivalent, qui ont voulu calculer l'équivalent, n'étaient pas loin du premier principe, hein, parce que bon, W plus Q, W égale Q, W égale moins Q, n'est pas loin du premier principe dans voilà, la recherche de l'équivalent. Hein. Et vous voyez qu'ici, il est marqué en observant la production de chaleur lors du farage des canons. Voilà. Il constate qu'en plaçant un forêt dans un fût de canon en cuivre, lui-même placé dans une caisse remplie d'eau froide, la mise en marche du forêt fait bouillir au bout d'un certain temps l'eau. Donc il y a un travail mécanique comment on appelle ça, travail mécanique de frottement, voilà, de forage. L'usinage crée voilà, un travail mécanique. C'est un travail mécanique, hein, je veux dire, l'usinage. Et il faisait chauffer l'eau. Donc il trouvait quelque part l'équivalent, mais il a mal calculé parce qu'il bon, il était quand même loin de l'équivalent de ce que a trouvé, de ce qu'il existe maintenant, l'équivalent, qui est de 4,18 joules par gramme et par degré. Bon, il en était loin, il était à 5, je ne sais plus combien. Voilà. Alors on retrouve Sadi Carnot, voilà, ça c'est le second principe hein, de la thermodynamique. Il analyse scientifiquement l'efficacité des moteurs à vapeur et énonce ainsi une loi fondamentale de la thermodynamique. Voilà. La production de travail par une machine à feu est intimement liée au transport d'une certaine quantité de calorique du foyer au réfrigérant. La chaleur n'engendre de puissance motrice qu'à la condition de passer d'un corps chaud à un corps froid. C'est-à-dire, on peut passer d'un corps chaud à un corps froid sans problème, mais si on veut passer d'un corps froid à un corps chaud, il faut apporter un travail moteur. C'est le second principe en fait. Alors il explique aussi le rendement d'une machine thermique. Voilà. Et ça, c'est Sadi Carnot, c'est le second principe de la thermodynamique. Et alors, il y a l'énoncé voilà, on retrouve le second principe, l'énoncé de Kelvin, William Thomson. Voilà, Émile Clapeyron, j'ai oublié Émile Clapeyron. Voilà. Clapeyron, je l'ai oublié, voilà, j'ai oublié de le dire. Clapeyron, voilà. On retrouve Rudolf Clausius, Ludwig Boltzmann et Max Planck, bien sûr. Max Planck, fatalement. On le trouve un peu partout, ce monsieur, voilà, avec la théorie de l'énergie des quantas due au rayonnement, au rayonnement hein, voilà, avec sa fameuse constante, la constante de Planck, et la théorie des quantas, bon, c'est-à-dire que voilà, si je prends les ondes électromagnétiques à ce moment-là, c'est plus comme, on va dire, la chaleur. La chaleur est une forme d'énergie, je veux dire, qui est, on va dire, quand on passe d'un niveau d'énergie à un autre, ben, on passe au travers d'une panoplie d'états infinitésimaux qui sont les valeurs qui existent entre deux états d'énergie. Donc c'est du continu, c'est ça que je veux dire. Alors que Planck a démontré que les ondes, comme elles sont ondulatoires donc fatalement avec une intensité d'ondulation, avec une fréquence d'ondulation, mais dès le moment où il y a la notion de fréquence, il y a la notion, je veux dire, d'onde, et dans la théorie d'onde, il y a des spécificités qui font que, bon voilà, il y a de la fréquence et donc fatalement euh, on va dire, de la quantification.
on a de la quantification. Quantification, justement, c'est justement Planck qui décrit ça, la quantification, au travers de quanta. De quanta, on a du discret. On n'a pas quelque chose de continu. L'énergie ondulatoire est de type discret, sur base de quantum. Et il définit un quantum ce que c'est. Et pourquoi on a ça? Parce qu'on sait justement c'est ondulatoire, et donc on a des énergies qui sont, comment est-ce qu'on appelle ça, proportionnelles, h nu, ou h est la constante de Planck, et nu qui est la fréquence, voilà, h nu, bien, qui constitue un quantum d'énergie. C'est un quantum d'énergie. Et les quantums peut être dire proportionnel à h nu, mais cette proportion ne peut être que, si vous voulez, un nombre entier. Un nombre entier. Et ça, c'est décrit dans la théorie ondulatoire. On décrit tout ça dans la théorie ondulatoire. Hein. Voilà. Et donc, h nu, on peut avoir que des paquets, si vous voulez, des paquets de quantum, mais qui sont proportionnels à un quantum de base. Voilà. Et que cette proportionnalité n'est que entière, elle ne peut être qu'entière. Donc n égale 1, n égale 2, n égale 3. Donc je peux faire une fois un h nu, deux fois h nu, trois fois h nu. Voilà. Et donc, les, les énergies que je peux retirer par rapport aux ondes, ben c'est un nombre proportionnel à h nu, mais un nombre multiple d'un nombre entier. C'est un nombre multiple d'un nombre entier. Et donc on a une quantification là. On a une quantification de, voilà, j'aurais pas 1,5 h nu, c'est ça que je veux dire. On aura soit 5 h nu ou 10 h nu. Et h nu c'est un quanta. Donc on aura peut-être 10 quanta, 20 quanta, 30 quanta, mais on n'aura jamais 25,5 quanta. Et ça c'est parce que derrière ça se cache la fréquence. On a une théorie ondulatoire, on a une fréquence. Bon, et dès le moment où on parle de fréquence, on a ça. C'est à cause de ça. Voilà. Voilà. Mais quand on parle de chaleur, on ne parle pas de fréquence. H nu est une forme d'énergie, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, un quanta, c'est une énergie de base. Une énergie de base. Un quanta, c'est une énergie de base. Mais l'énergie calorifique est une énergie aussi. C'est pour ça qu'il faut savoir. On a plusieurs formes d'énergie, mais maintenant, le tout, c'est quand on parle des énergies, c'est de savoir harmoniser les énergies au niveau de leurs unités. Il faut harmoniser les unités d'énergie dans la même unité. Quand on fait une transformation, en parlant de, voilà, de la même unité. Et pas un en thermie, voilà, et l'autre en joules, voilà, l'autre en kilojoules, l'autre en calories, l'autre en thermie, non, non, l'autre en newton-mètre, et ainsi de suite. Hein, je pourrais trouver des équivalents voilà, qui donnent des joules, mais qui sont donnés par des formules, enfin, des unités différentes. Hein. Donc le tout c'est d'harmoniser donc les unités. Si vous parlez en calories, ben, faut tout parler en calories, mais le système international impose de parler en joules. Hein. Harmoniser tout en joules ou en kilojoules. Mais vous pourriez parler en calories. Si vous avez différents systèmes d'énergie, vous remettez tout en calories. Ou tout en thermie, pourquoi pas. Mais la thermie est propre voilà, à la chaleur. La calorie est propre plutôt à la chaleur. Voilà. C'est plus propre plus propice à la chaleur. La thermie est plus propice à la chaleur. Voilà. Le joule est plus propice, je veux dire, à tout. Toute forme d'énergie. Elle harmonise toute forme d'énergie. Elle harmonise l'unité pour toutes les formes d'énergie. Donc, qu'on ait une énergie d'un type, d'une nature ou d'une autre nature, c'est une forme de l'énergie, point. Elle est considérée comme une forme d'énergie. Voilà, et donc on retrouve le second principe, on retrouve Clausius, Sadi Carnot, Mayer, von Mayer, il est là, Julius Robert von Mayer. Bon, ils ont décrit, bon, ils n'ont pas donné qu'une révélation, ils ont donné plusieurs révélations. Hein. Et ils n'ont pas révélé qu'une chose, ils ont révélé beaucoup de choses. Hein. D'ailleurs, ils ont des écrits, quand ils terminent leurs travaux, ben,
ils mettent ça sous document dans des bouquins. Voilà, et ils apposent ces documents-là à la communauté scientifique. Et la communauté scientifique a bon, de quoi se baser en tant que lecture pour peaufiner leurs travaux. C'est comme Wikipédia, ici, ils apposent leurs connaissances. Si c'est un historique, voilà, mais tout le monde est libre de venir voir ce site Wikipédia pour voilà, avoir certaines connaissances. Voilà. Donc ici, ils n'ont pas donné qu'une seule connaissance, ces savants-là. Bon, chacun des savants, c'est des grands savants, chacun a donné beaucoup de connaissances. Hein. Voilà. Et tous ces gens-là ont donné de leur temps pour amener une pierre à l'édifice dans la construction des connaissances de la calorimétrie, de la thermochimie, de la thermodynamique, de l'étude des gaz, de l'étude des solides, de l'étude de ce que vous voulez. Voilà. C'est une base fondamentale immense, incommensurable, qui peut être liée à n'importe quoi. Je peux vous montrer que l'effet photoélectrique peut venir de là. Hein. L'effet photoélectrique, c'est une conservation. C'est une loi de conservative. Hein. Les lois de, comment on appelle ça, de quantité de mouvement, c'est aussi une loi conservative. Des lois conservatives. Hein. Donc, je ferai comment on appelle ça, le photo. Parce que dans photo, il y a beaucoup. Hein. Il y a photodiode, phototransistor, photocathode, photo. L'effet photoélectrique. Je vous montrerai que c'est une loi conservative. Il ne faut pas aller loin pour trouver la loi de la photo. La loi photoélectrique. Il ne faut pas aller très loin. Il suffit de suivre les pensées de ces savants-là. Vous allez retrouver, à un moment donné, ça va vous aboutir vers un chemin qui est tout simplement celui de l'effet photoélectrique. Je vous montrerai. Vous allez voir que c'est basé sur leur théorie. Hein, rien d'autre. Hein. Dès le moment où il y a Max Planck, voilà, on l'a retrouvé ici, Max Planck. Max Planck intervient dans la loi conservative de photoélectrique. Hein. Bon, alors, la loi conservative de photoélectrique, qu'est-ce que c'est? On va prendre tout simplement une énergie lumineuse. Donc vous voyez que c'est déjà énergie. Donc je vais faire appel au savant Max Planck. HNU. HNU. Là, on met un barreau métallique. Mais la lumière sur certains barreaux métalliques enlève, arrache les électrons. Et maintenant, si vous mettez un circuit voilà, électrique avec une source et bien sûr une résistance, enfin, il faut bien polariser ici. Hein. Bon, il y a un moins quelque part et un plus quelque part. Voilà, il faut le polariser. Une fois que vous avez polarisé le circuit électrique, vous avez un courant. Ici, il est peut-être mal polarisé. Voilà, j'ai mis plus ici et moins là. Voilà, c'est plutôt le contraire, je crois. Voilà. Donc ça va. Il y aura des électrons qui vont être arrachés, voilà, d'ici, et on aura une conduction des électrons. Bon, alors, bien sûr, il faut une énergie suffisante d'ondes lumineuses. Il faut une énergie suffisante d'ondes lumineuses. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'il faut dépasser un seuil voilà, qui existe au sein du barreau. Tout comme si vous voulez faire conduire une photodiode, mais il y a un seuil de conduction, hein. Il y a toujours un seuil. Voilà. Photodiode, si on veut la faire conduire, il y a une tension de seuil. Tout comme le phototransistor, il y a une tension de seuil. Il y a une tension de seuil, voilà. Même une diode normale, hein, il n'y a pas besoin d'une photodiode. Hein. Une diode normale, il y a un seuil de 0,6. Ça dépend, il y a des diodes au germanium, au silicium, peu importe. Voilà, il y a une tension de seuil de 0,6, 0,7 volts. Voilà, la diode n'est conductrice, c'est un semi-conducteur. Elle est conductrice que quand on a la tension qui est supérieure à 0,6 pour un certain type de diode. Et en dessous de ça, elle ne conduit pas. En dessous de 0 à 0,6, elle ne conduit pas. Mais au-delà de 0,6, elle va conduire. Et le transistor, c'est pareil. Hein. Bon, il y a des... pourquoi? Parce qu'il existe une zone de positif et de négatif
Et entre cette zone-là, mais il existe une zone barrière pour laquelle il faut passer la barrière de potentiel. Voilà. Il faut qu'on ait une différence qui surpasse la différence de la barrière de potentiel pour que la diode soit conductrice. Et il en est de même pour le transistor. Donc il ne faut pas aller plus loin. La diode, il y a une barrière de potentiel. Le transistor, il y a une barrière de potentiel à traverser. D'autant plus que le transistor, c'est une zone PNP, ou NPN. Voilà, il y a trois zones. Donc trois zones, deux frontières. Entre le N et P, il y a deux frontières. Donc ça veut dire qu'il y a chaque fois deux barrières de potentiel pour le transistor. Voilà, donc pour la diode, pour qu'elle soit conductrice, il faut dépasser un seuil de potentiel. Et donc pour la barrière ici de potentiel, si vous n'apportez pas une onde lumineuse pour laquelle on a voilà, une énergie suffisante par rapport à la tension de potentiel, l'énergie suffisante, l'énergie de l'onde doit être supérieure à la tension de potentiel pour commencer à arracher les électrons. Et là, à ce moment-là, vous avez une loi conservative. Hein. Une fois que les électrons sont arrachés, vous avez une loi conservative. Hein. Donc on aura, si vous voulez, H nu, l'énergie apportée, le système extérieur apporte une énergie. Voilà, j'ai bien dit système, le milieu extérieur. Hein. Le milieu extérieur apporte une énergie, voilà, au système qui est le barreau. Mais le barreau, bon, je vous ai dit qu'il y a un potentiel électrique à dépasser. S'il y a égalité, il n'y a rien qui se passe. Mais dès le moment où H nu est supérieur à tension de potentiel, ben, on a une énergie cinétique. Donc on a une note conservative. L'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Ben ici, c'est l'énergie potentielle électrique. Hein. On retrouve une forme qu'on retrouve en mécanique. Hein, l'énergie potentielle mécanique plus l'énergie cinétique égale constante. Voilà. Alors cette constance est apportée par, bien sûr, l'énergie H nu, mais ici on n'a pas une énergie potentielle, on a un potentiel électrique. Hein. C'est là la grande différence. C'est un potentiel de nature avec les charges. Hein. Ça a à voir avec les charges et les électrons. Voilà. C'est un potentiel électrique. Le potentiel électrique plus l'énergie cinétique, voilà, si, voilà, c'est égal à H nu. Bon, et ça c'est une onde, elle est ondulatoire. Ondulatoire, donc voilà, c'est des paquets, c'est des paquets, je veux dire, d'ondes. C'est des paquets d'ondes, c'est pas, on va dire, c'est pas une onde qui est, on va dire, c'est pas comme la chaleur. On a des quantas, elle est quantifiée, cette onde-là, elle est quantifiée. Alors que la chaleur n'est pas quantifiée. L'énergie cinétique n'est pas quantifiée. L'énergie potentielle, bon, l'énergie potentielle, bon, ici, de toute façon, elle est constante. Il n'y a pas à chercher si elle est quantifiée ou pas, elle est constante. Pour un barreau bien défini, on a un seuil de potentiel. Voilà, il faut dépasser ce seuil de potentiel. Pour une diode, c'est 0,6 volts pour un type de diode. Voilà. Donc on peut entrevoir que c'est une conservation de l'énergie. L'énergie de type lumineuse ou ondulatoire, ici, qui est un rayonnement électromagnétique, hein, qui sont les photons. Les photons. Les photons, si vous voulez, vont arracher les électrons. Pour autant que là, on a une fréquence suffisante. Fréquence, voilà, une fréquence suffisante pour pouvoir arracher les électrons. Voilà, et donc à ce moment-là, les électrons se mettent à, à bouger. Donc on voit bien que c'est une loi de conservation aussi. Hein. On a une loi de conservation. L'onde, ici c'est une énergie. Hein. L'onde c'est une énergie. Voilà. Le potentiel électrique est une énergie. Voilà. Et
bien sûr, l'énergie cinétique est une énergie. Et l'énergie cinétique, c'est quoi? C'est les électrons qui vont se mettre en mouvement. Lesquels? Ben, ceux qui sont arrachés. Un demi mv carré. Ils vont avoir une mobilité, les électrons. Et donc, qui dit mobilité d'électrons, on dit courant. Pour autant qu'on ferme le circuit. Mais bien sûr, il faut pouvoir les attirer par... voilà. C'est ça que j'ai mis une source en dessous. Mais maintenant, il faut bien la polariser, c'est juste ça. Donc, vous voyez que la théorie là de thermodynamique peut faire entrevoir d'autres choses. Hein. Il n'y a pas que la théorie de thermodynamique. Hein. On peut voir la conservation, la loi de conservation de l'énergie mécanique peut sortir de là. Thermodynamique, ces savants-là peuvent nous apporter beaucoup de savoir, pas uniquement au niveau de la chaleur, mais bien au-delà de la chaleur. Voilà, et tous les grands savants sont là. Hein. Je veux dire, de 1700 à 1900, on en retrouve pas mal. Hein. Je veux dire, bon, Irvine, Laplace, on retrouve Laplace, Lavoisier, Black, Joseph Black, Georges Ernst Stahl, Lavoisier, Leibniz, même Leibniz est là. Vous voyez ici, on a Leibniz, voilà, et on retrouve Newton. Voilà. Ils sont tous là. Hein. Enfin, tous là. En tout cas, tous les grands savants sont là. Bon, il y a Francis Bacon. Voilà. On retrouve Francis Bacon. On retrouve Descartes. On retrouve. Bon, ils n'avaient pas tous raison. Hein. C'est pas parce que on a les grands savants ici qu'ils avaient tous raison. C'est une bataille de savants, justement. Ils se bataillaient ensemble pour avoir une forme de vérité. Voilà. Bon, mais les premiers savants, ils avaient peut-être tort parce que c'était les premiers précurseurs. Il faut partir d'hypothèses pour avancer, mais c'est pas parce qu'ils ont de mauvaises hypothèses que il faut les écarter, justement. Ils ont apporté une pierre à l'édifice par leur théorie. Mais le tout, c'est de savoir démonter cette théorie pour en passer à une autre. Hein, c'est bien de proposer une théorie, voilà. On propose une théorie, puis par après, bon, elle évolue cette théorie-là, et si elle n'est pas bonne, on la met aux oubliettes ou on la jette. Mais on peut partir sur base de ça pour peut-être évoluer. On retrouve Newton ici. Voilà. On retrouve Lavoisier. Hein, il a même été guillotiné. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais voilà. Parce qu'il a dit des choses en rapport avec la science. Georges Ernst Stahl. Ouais, vous voyez, ils avaient tous leurs perruques parce qu'on était, bon, à l'époque, voilà, 1700, 1900, c'était l'époque des perruques. Bon, c'était comme ça. Avant, c'était l'époque comme ça. Il y avait Joseph Black, lui, qui est ici. Hein, voilà. On retrouve Laplace, Pierre-Simon de Laplace. Tous les grands savants sont là. Hein. Ils sont tous intervenus pour essayer de savoir comprendre la chaleur et donc fatalement l'énergie. L'énergie occupe une place prépondérante dans l'univers et sur Terre. Donc, ne pas parler d'énergie, c'est comme si on nie l'existence de la vie. Voilà. Parce que c'est que ce sont que des échanges énergétiques. La vie n'est qu'un échange énergétique. Vous allez manger, vous allez prendre de l'énergie. Hein. Vous allez vous réchauffer, vous allez prendre de l'énergie. Bon, sans énergie, bon, vous pouvez me croire qu'il n'y a pas possible il n'y a pas d'existence possible. Hein. Si vous ne vous alimentez pas en aliments qui se cachent derrière de l'énergie pour pouvoir travailler, faire un travail, voilà, vous allez travailler au niveau corpusculaire. Donc pour ça, pour pouvoir travailler, il faut
voilà, remplir d'énergie, fournir en énergie. Sans énergie, les voitures ne roulent pas, les avions ne volent pas, les bateaux ne vont pas en mer. Sans énergie, bon, voilà, vous ne vous chauffez pas, vous ne savez pas refroidir un système, un frigo, etc., etc. Ah, vous ne savez pas faire tourner deux usines sans énergie. Donc l'énergie, c'est le moteur même de l'existence, c'est-à-dire faire, voilà, trouver créer des travaux au travers d'une source inépuisable d'énergie qu'on retrouve dans l'univers et sur Terre et partout ailleurs. Benjamin Thompson. Saadi Carnot. Mais ce site Wikipédia est très bien fait, hein, parce que bon, il vous cite quand même pas mal de personnes en mettant les photos de différentes personnes. Je dirais que cette personne qui a fait voilà, cette production historique au travers du site Wikipédia, ben, c'est quelqu'un qui a fait un très bon travail. Hein. Très très bon travail parce que bon, il explique pas mal de choses. Et il met en interrelation 200 ans d'histoire en mettant bien sûr les personnages, différents personnages qui sont bien sûr les différents personnages. Et c'est ça le but de l'histoire, c'est de mettre en œuvre des personnes dans un contexte historique, c'est-à-dire temporaliser ces personnages et les bienfaits qu'ils lui ont apportés ou leurs méfaits. Parce qu'on peut étudier l'histoire voilà, de bonnes choses comme l'histoire de mauvaises choses. William Thompson, qui est Lord Kelvin, hein. William Thompson qui est Lord Kelvin. Et vous connaissez l'échelle Kelvin. C'est voilà, c'est ce monsieur. Émile Clapeyron, Rudolf Clausius, qu'on retrouve à droite, hein, bien sûr. Voilà. On le reconnaît avec sa barbe blanche et sa barbe noire. Et bien sûr, Mayer. Mais il en manque un que je ne vous ai pas montré. Ah, il y a à côté de ça pas mal de personnes aussi. Hein. Bon, il y a des gens connus, non connus. Max Planck. Bon, et là-dedans, beaucoup d'Allemands. Hein, des Allemands, des Allemands, des Anglais, des Français, des Américains. Ludwig Boltzmann. Bon, on pourrait croire que Boltzmann est allemand, mais non, il est autrichien. Et lui, il a mis beaucoup les concepts de statistiques, les concepts statistiques pour les besoins de la science. Notamment quand il fait l'étude des gaz, il va rechercher des notions statistiques, voilà, pour pouvoir expliquer certaines choses au niveau. Il fait une interrelation macro et micro, ou plutôt du micro vers le macro. Une interrelation micro vers le macro, par les études statistiques qui lui sont euh, qui sont très connues. Hein. La statistique de Maxwell Boltzmann est fort connue. Hein. Voilà. Étude des gaz. Parce que bon, les gaz, c'est pas un solide, c'est pas un liquide. Les forces d'interaction dans les solides sont plus fortes que celles dans les liquides. Les forces d'interaction de cohésion dans les liquides sont faibles, mais dans les gaz, il n'y en a plus. Donc en fait, ils sont échappés, voilà, les molécules s'échappent. Si elles ne sont pas dans une enceinte, elles partent dans toutes les directions. Voilà. Lui, il met dans une enceinte et il étudie bon, l'interaction, je veux dire, de ces molécules-là qui sont libres de mouvement.
Alors, Max Planck, c'est le père de la théorie des quantins, hein, ça, bon. Voilà. Donc ça, c'est tous les grands, on va dire, tous les grands savants, hein, on va dire tous les grands savants qui sont intervenus pour. Si j'en avais cité déjà quelques-uns, ça dit Carnot, Mayer, Black, Fahrenheit, James Watt, Dalton. Ah oui, il manque Dalton, là. Ils n'ont pas parlé de Dalton, il n'a pas parlé de Brown. Bon, mais c'est ça que je vous disais, ils en oubliaient. Il en oublie. Et alors, il y a d'autres personnes qui ne sont pas connues de l'histoire, mais qui sont intervenues. Quand quelqu'un trouve quelque chose, bon, c'est au nom du chef de laboratoire que le nom est attribué. Mais maintenant, c'est normal, parce que quelqu'un, quand il est payé, pour, à travailler pour le laboratoire. Hein. S'il trouve quelque chose, ce sera sous le nom du chef du laboratoire et pas sous le nom de celui qui l'a trouvé. Voilà, donc il y a des personnes qui sont restées incognito dans l'histoire alors qu'ils ont trouvé d'énormes choses, ou ils ont mis d'autres personnes dans la voie. Dans la voie. Voilà. Et donc là, vous avez l'historique, hein, c'est l'historique de toutes ces personnes-là. C'est magnifique, hein, c'est un site magnifique que je vous conseille, si vous vous intéressez à la thermodynamique, ou un petit peu à la calorimétrie, c'est d'aller lire d'abord et avant tout ce site. Tant que vous n'avez pas lu ce site, ben, je veux dire, bon, là vous parcourez 200 ans d'histoire, 200 ans de faits historiques concernant voilà, la matière, l'énergie, les mathématiques en rapport avec ça, parce qu'on retrouve quand même Leibniz, qui est un grand mathématicien, on retrouve Newton, qui est un grand physicien, mathématicien, mécanicien, tout ce que vous voulez. Newton, il est fort connu. Hein. Newton, bon, on retrouve Newton, son nom, c'est un des plus grands savants de l'histoire. Hein. Enfin, je ne vais pas dire le plus grand des grands savants, parce que des grands savants, il y en a eu énormément. Mais c'est un des plus grands savants de l'histoire, Newton. Voilà. Donc là, on a toute une panoplie des grands savants qui sont là. Et oui, ils ont oublié aussi, il manque à l'appel James Watt, il manque à l'appel Dalton, il manque à l'appel Brown, et d'autres personnes. Hein. Bon, il manque à l'appel d'autres personnes. Voilà. Ici, je vous en cite. Le site a déjà bien fait son travail en, en mettant en relief de nombreux grands savants, très grands savants, mais j'estime que c'est suffisant. Même si on en oublie certains, ben, tant pis, je veux dire, au moins le site parcourt 200 ans d'histoire et 200 ans. Voilà, c'est très bien fait, le site très bien fait. Allez le voir parce que ça vaut la peine. Voilà, je vous remercie.